Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 60e vidéo qui va être consacrée à la visite du fort Goryokaku situé dans la ville de Hakodate au sud de l'île de Hokkaido. Cette forteresse en étoile est une des rares places fortifiées du genre au Japon et est clairement la plus connue de toutes. Sa construction a commencé en 1857, donc 10 ans avant la fin de la période Edo dominée par le shogunat Tokugawa. À cette époque, le Japon était sous pression étrangère, notamment par les États-Unis et la venue des bateaux noirs du commodore Perry en 1854. Il existait aussi un risque d'invasion russe venue du nord. Le shogunat Tokugawa comprend donc qu'il faut fortifier et moderniser ses défenses dans le nord du Japon. La construction du fort se terminera en 1864, donc 7 ans après, et servira de bastion administratif et militaire dans le nord du pays à partir de cette date. Il permet aussi d'affirmer la présence du shogunat à Hokkaido. Ce bastion s'inspire des fortifications européennes, en particulier de celles conçues par Vauban, célèbre ingénieur militaire français. Sa topologie en étoile à 5 pointes permet une meilleure couverture défensive contre l'artillerie moderne. Donc, fini les châteaux japonais avec des structures en bois. C'est Takeda Ayasabulo, formé aux techniques d'ingénierie militaire occidentale, notamment française et néerlandaise, qui sera l'architecte du fort. Mais les plans de départ du Goryokaku prévoyaient une forteresse beaucoup plus vaste et sophistiquée. Notamment, plusieurs bastions en 2001, appelés Hangetsuho, étaient prévus autour du fort principal ainsi qu'un double fossé défensif. Mais finalement, un seul bastion en 2001 sera construit et le double fossé, déjà réduit de moitié par rapport aux plans initiaux, ne sera jamais construit. Et il y a 3 raisons principales à cela. Tout d'abord, les limitations budgétaires, car le shogunat Tokugawa était affaibli financièrement et les ressources allouées à la défense étaient limitées. Ensuite, le temps manquait clairement, car la situation politique devenant de plus en plus instable, il fallait construire rapidement un système défensif fonctionnel, d'où la simplification du plan pour se concentrer sur l'essentiel. Et pour finir, il y avait aussi un problème de main-d'œuvre et de logistique. En effet, la construction à Hakodate, donc loin du centre politique d'Edo, posait des problèmes de main-d'œuvre qualifiée, de matériaux et surtout de transport. C'est pourquoi le Goryokaku n'a jamais été achevé comme prévu. Puis la guerre du Boshin démarre début 1868. Au mois d'avril, le fort est saisi par le nouveau gouvernement pro-impérial Meiji et devient le tribunal de Hakodate. Puis, fin octobre, ce sont les partisans du shogunat Tokugawa qui en prennent possession pour en faire le lieu central de la gouvernance de la République d'Ezo en décembre 1868. En mai 1869, l'armée du nouveau gouvernement Meiji lance une attaque totale contre Hakodate. Elle bombarde notamment le Goryokaku depuis le mont Hakodate, situé un peu plus au sud. Le célèbre Hijikata Toshizo, ancien vice-capitaine du Shinsegumi et vice-ministre des armées de Ezo, meurt pendant la bataille. Le fort se fait prendre sans résistance quelques jours plus tard par l'armée impérialiste. Puis les bâtiments présents dans l'enceinte sont démantelés en 1871. Le site servira ensuite de terrain d'entraînement pour les militaires de l'armée de terre japonaise entre 1873 et 1897. En 1913, le site est cédé gratuitement à la ville de Hakodate et le parc est ouvert au public l'année suivante en 1914. La tour de Hakodate est construite à proximité en 1964. Elle sera rénovée en 2006 et à la même date, un tiers du bâtiment Bugyosho, donc le bureau des magistrats, sera reconstruit en bois tout en respectant la forme et la structure d'origine. La reconstruction se terminera en 2010. Sur ce, je vous laisse avec la visite. On se retrouve donc sur la partie sud du Goryokaku, donc exactement ici, donc à côté de la petite pointe triangulaire sud. Et on va aller explorer ça, donc là on commence sur le pont numéro 1. La petite pointe en triangle se trouve ici. Ouais, et donc on se trouve sur la carte à cet endroit et on va aller explorer le Goryokaku dans son entièreté. Donc là on arrive sur la pointe en triangle côté sud, on vient de passer le premier pont. On a aussi la tour de Hakodate ici. Parce que oui, le Goryokaku se trouve dans la ville de Hakodate, donc au sud de Hokkaido. Et là on a les autres remparts extérieurs. Voilà, donc là on va aller voir un petit peu si on a une vue sympa depuis là-haut. Donc là on se trouve au sommet de la pointe triangulaire, donc il se nomme en japonais le Hangetsuho. Alors je connais pas la traduction en français mais je la mettrai sur la vidéo. Et là on voit bien là le point défensif, donc on a la pointe avec la muraille. Et ici je sais pas si on voit bien à la vidéo mais on a 2 tranchées, donc une tranchée ici et une autre ici créée par le mur en terre. Et on a ensuite la douve humide là qui sépare, donc une défense vraiment améliorée
par rapport au château japonais de l'époque. Enfin en tout cas de la fin de la période Edo. Donc là c'est un château en quelque sorte, c'est pas vraiment un château, c'est plutôt un fort en forme d'étoile surtout, de style Vauban, hein, donc inspiré des forteresses européennes. Et il est quand même compté dans la liste des châteaux japonais, hein. C'est un château créé au Japon par des japonais, mais c'est pas du tout le style des châteaux de l'époque Edo que l'on parcourt d'habitude. Voilà, donc on a fini pour cette partie sud ici. Là on va se diriger vers le deuxième pont pour traverser et rentrer vraiment dans l'enceinte principale. Donc là on pénètre vraiment dans l'enceinte principale du Goryokaku, donc le fort style Vauban en forme d'étoile avec donc 5 coins. Donc on a les douves ici de part et d'autre, à gauche et à droite là-bas. Et là on rentre, on a une espèce de tunnel fait en arbre, c'est assez rigolo. Bon ça c'était pas d'époque mais très agréable pour la visite. Donc là on voit bien encore hein, les ishigaki bien taillés comme il faut en kirikomi-ragi ici. Vraiment les murs en pierre modernes on va dire. Et donc une des particularités du Goryokaku c'est que voilà, quand on arrive ici on a le choix entre aller à droite ou aller à gauche. Voilà, donc l'ennemi peut nous attaquer d'ici et il faut choisir est-ce qu'on va à droite ou à gauche, est-ce qu'on se sépare. Il y a toute une stratégie défensive ici sur cette ouverture, sur cette façon de rentrer dans le fort. On pourra aller voir aussi un petit peu après au-dessus des douves ici, elles sont accessibles. Et voilà, là après ici on arrive dans la partie centrale du parc. On ira explorer après. Et il y a le bâtiment là-bas aussi qu'on ira voir juste après. Et donc ici on trouve le bâtiment emblématique du Goryokaku, donc qui s'appelle le Bugyosho. Donc c'est le bureau administratif hein, du fort et c'est aussi d'ici que se faisait la gouvernance de la région. Alors forcément le bâtiment a été détruit pendant la guerre du Boshin, mais il a été reconstruit en bois ici, mais seulement à 1/3 de sa taille réelle. Là on voit sur le côté qu'il manque une partie du bâtiment, il y en a aussi derrière. Mais voilà, disons que la forme, elle, pour ce tiers reconstruit, est fidèle à l'original, donc c'est une reconstruction très agréable. Et on retrouve notamment cette petite tour centrale ici, assez typique des bâtiments de l'époque aussi. Et ici on nous montre la taille originale du Bugyosho, donc le bureau administratif là. Donc en bleu c'est ce qui existe aujourd'hui et en jaune c'est ce qui n'existe plus. Donc voilà, on a à peu près 1/3 du bâtiment qui a été refait en bois en respectant la forme d'origine, mais les autres 2/3 là qu'on voit ici c'est la partie en jaune. Voilà, donc pour vous montrer que on a bien que 1/3 du bâtiment qui a été refait par rapport à sa forme d'origine. Et si l'un d'entre vous suit le manga ou l'anime Golden Kamuy, alors vous pouvez passer 1 minute plus tard parce qu'il y a un peu de spoil, mais une des scènes finales se trouve ici au Goryokaku. Et en fait le trésor, donc le trésor qui est recherché dans le manga depuis le début quasiment, se trouve ici dans ce puits, ici juste à côté du Bugyosho ici. Donc voilà, c'est ce trou là, ce puits dans lequel se trouve le trésor qui est un peu l'intrigue principale du manga et de l'anime Golden Kamuy. Donc si vous êtes fan du manga, venez à Goryokaku. Et à côté du Bugyosho, c'est ce trou là où se passe la fin de l'histoire. Et maintenant, on va rentrer dans le Bugyosho et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Et donc nous voici dans le Bugyosho, donc le bureau des magistrats de là où on dirigeait la région autour de Hakodate. Et on a un très beau bâtiment refait en bois avec des beaux tatamis. Ah, petites images d'époque là du Bugyosho en 1864. Là il nous raconte l'histoire du passage à l'ère Meiji. Très joli bâtiment avec un bon nombre de pièces là. Donc ça c'est la O-Hiroma, donc la grande pièce de réception. Hein. Vous pouvez diviser en plusieurs pièces ou mettre tout en une seule grande pièce. Bon, très joli, ouais. Et on va voir la suite. Un petit tambour, et là il nous montre la structure interne du bâtiment. Voilà, Taiko Yagura, voilà, c'est là qu'il y avait le tambour pour prévenir. Donc le Taiko il est là hein, pour prévenir que l'ennemi était en approche. Donc voilà, c'était dans ce bâtiment. Alors il y a des étages, ça m'étonnerait qu'on puisse y avoir accès. Donc là, on a le côté extérieur. Et là, les grandes pièces centrales de réception. On en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 pièces en enfilade comme ça. Qu'on pouvait donc transformer en une énorme pièce centrale pour les grosses réceptions là. Voilà, vraiment très bien refait, hein, intégralement en bois. Waouh. Vraiment
Magnifique bâtiment avec les portes en papier, portes coulissantes en papier. Et la vue sur l'extérieur. Ah, vraiment un super bâtiment. Hein. Et on va aller voir la suite. Encore des salles d'exposition. Donc faites attention aussi dans ces bâtiments. Hein. La taille des portes, c'est 1,85 m. Sinon, ben, vous prenez l'angle là. Et ça fait très très mal. Voilà, donc là on nous raconte l'histoire du Goryeo-kaku en gros. Hein. Là le mont Hakodate, à l'opposé du Goryeo-kaku. Donc voilà, il nous explique pendant la guerre du Boshin que les forces pro-impériales bombardaient les pro-shoguns rebelles dans le Goryeo-kaku ici. Donc c'était leur point de départ pour les assaillir. Voilà, donc le Goryeo-kaku, s'il avait été parfaitement fait, à quoi il aurait dû ressembler. Mais le plan c'était ça, visiblement, et ils ont terminé avec seulement cette structure en étoile avec 5 pointes et la petite pointe ici au sud. Donc là on a une carte où il nous montre tous les forts en étoile comme ça qu'on peut trouver à travers le monde. Donc bon, il y en a en France, hein, il y en a en Europe. Mais il y en a un deuxième au Japon, à Saku, dans le centre du Japon là. Je ne savais pas. Je sais qu'il y en avait avec d'autres formes, genre 4, 6 angles, mais je ne savais pas qu'il y en avait un autre en 5. Donc voilà, on nous explique un petit peu comment c'est fait, la défense. Et la petite image avec les cerisiers. Donc une belle salle d'exposition. Et là à l'extérieur on voit les restes des différentes parties du bâtiment qui n'ont pas été reconstruites ici. On les voit bien ici à l'extérieur. Là, encore une salle d'exposition, toujours magnifique, plafond en bois, des tatamis. Pas typique de l'ère Edo quoi. Et ici on nous explique en détail la bataille de Hakodate avec les différentes dates et différentes batailles. Alors j'ai couvert cette bataille très rapidement dans les vidéos sur la guerre du Boshin. Mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo plus complète uniquement sur cette bataille. Ça me paraît être un bon sujet de vidéo. Voilà, 1869. Exemple de fusil qu'on utilisait à l'époque. Goryeo-kaku ici, avec le mont Hakodate là. Les différentes batailles qui se sont passées dans la région, avec notamment Matsumae ici. Et donc ouais, comme j'imaginais, on n'a pas le droit de monter à l'étage. Par contre, alors c'est un peu sombre, mais il nous montre une petite image de comment c'était, enfin de comment c'est toujours d'ailleurs dans les étages supérieurs. Encore une petite pièce d'exposition. Voilà, projet de restauration du Bugyo-sho. Voilà, là, quelques photos d'époque aussi. Donc là, oui, ils connaissent toute la structure en interne, donc ouais, le bâtiment a vraiment été refait comme à l'origine, mais seulement un tiers du bâtiment a été refait. Et là, ils montrent tous les travaux de restauration. Donc ça a pris 4 années à refaire quand même, visiblement. Et là, ils nous montrent les différentes techniques pour insérer, pour imbriquer les différentes parties en bois du bâtiment et même des châteaux en général en fait. Hein. Voilà, donc le Kamatsugi, le Kanawatsugi, le Daimochitsugi. Il faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet, tiens. Ça m'apprendra aussi pas mal de trucs, je pense. Ça a l'air vachement intéressant. Ouais. Donc voilà les différentes façons d'imbriquer les morceaux de bois entre eux là. Et ici, la structure interne du Bugyo-sho. Refaire Mikado là. Donc une dernière traversée des 5 pièces de la pièce principale. Oh, magnifique. Hein, voilà, la grande salle de réception ici, divisée en 5 pièces. Et voilà, on a fait le tour du bâtiment à peu près. Et on va se retrouver dehors. Et donc ici, on vient de grimper sur une des pointes sud du fort ici. On voit là les Ishigaki et le bout là-bas qui fait la pointe avec la tour en fond, et on voit le Bugyo-sho là-bas de ce côté. Alors un des avantages défensifs aussi, c'est que, alors on s'en rend compte une fois qu'on est dans le parc, hein, c'est qu'on se rend pas bien compte de la forme en étoile du lieu, et en fait c'est pareil pour les ennemis qui viennent de l'extérieur, donc ils savent pas trop comment l'attaquer, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Alors j'imagine que toute fois qu'ils ont étudié le lieu, ils le savent, mais peut-être que la première fois ça peut surprendre l'ennemi, surtout que les vues aériennes ça n'existait pas à l'époque encore. Là on est sur une des pointes en étoile du fort Goryeo-kaku.
Et on voit là le premier pont par lequel on est rentré au début ici. Et là on voit un petit peu mieux la forme en triangle du premier lieu qu'on a visité tout au début. Et là on voit les douves aussi, et ça continue de ce côté. Et donc là on se trouve vraiment sur une des pointes, là on le voit bien, hein. On a la pointe au fond, la pointe juste devant ici. On voit même l'angle ici là qui est fait ici dans tout cet alignement là. Donc là voilà, on est sur une des pointes du Goryeo-kaku, avec l'entrée de tout à l'heure ici sur la gauche. Et on va encore parcourir un petit peu comme ça le fort, et on voit bien que là les pentes, alors on va essayer de pas glisser, mais voilà, les pentes là sont quand même assez abruptes, et à grimper ça se fait pas comme ça. Ça paraît pas très compliqué à première vue, mais c'est certainement très glissant, et pour peu qu'on ait un peu d'équipement ou quoi que ce soit, c'est quasiment impossible en fait de grimper par ici. Et voilà aussi comment sont faits après à l'intérieur des angles, comment sont faits les différents remparts ici. Et petite remarque, ici les arbres, ce sont tous des cerisiers, donc si vous voulez voir le Goryeo-kaku teinté de rose avec les cerisiers en fleurs, courant mai, peut-être juin, bah, c'est un très bon spot pour venir fêter les cerisiers en fleurs au Japon. Et ici on arrive sur la deuxième pointe du fort, donc on voit ici l'angle, enfin l'angle, la pointe de l'étoile ici, qui va jusque là, avec toujours les cerisiers et les douves extérieures à gauche. Et là on va voir encore l'ensemble de la pointe qui s'aligne ici, donc la deuxième pointe qui s'aligne ici, et derrière qui s'aligne comme ça aussi. Donc voilà, là on commence par explorer le dessus des murs en terre intérieurs, et on va aller voir l'autre morceau d'étoile un petit peu après. Et donc là on a une très belle vue sur une des douves humides extérieures du Goryeo-kaku. Donc encore une fois ici aussi ce ne sont que des cerisiers en mai-juin ici, ça va vraiment être sympa. Là on voit encore une fois les murs qui permettent de séparer les douves humides de l'intérieur du fort ici de ce côté là, des murs quasi infranchissables. Et ici on a une très belle vue des différents niveaux des douves. Donc là à gauche on a le pont de l'entrée nord avec les douves humides juste en dessous. Ensuite on a le mur en terre là qui protège, et on a encore une tranchée ici, plus le mur en terre ici pour rentrer dans le château, enfin dans le château, dans le fort. Donc là on voit bien qu'on a une espèce de double rambarde, de double douve, humide d'un côté et sèche de l'autre, pour protéger l'entrée du fort. Et la seule entrée possible, c'est entre les murs en terre là-bas. Voilà, donc là on voit très bien les différents niveaux de défense qu'on retrouve au Goryeo-kaku. Et donc toujours du côté de l'entrée nord ici, on voit donc l'entrée principale côté nord. Et là quand on a pris un peu d'auteur, on voit bien le mur là, avec la séparation des routes en deux, quand l'ennemi prend d'assaut le château ici. Avoir cette bifurcation ici, ça ne les avantage certainement pas, surtout qu'on peut les attendre depuis le haut de la butée là-bas. Donc voilà, là en prenant de la hauteur, on voit bien l'entrée typique de ce fort, avec les différentes douves encore ici de ce côté. Et donc l'entrée nord, avec le pont là. Et donc je viens de descendre ici de la butée là, et on voit l'entrée là, côté nord du Goryeo-kaku, mais cette fois-ci pas en hauteur. Et là on va aller explorer un petit peu la butée suivante par ici. Donc là on vient de monter sur le mur en terre, on voit bien encore les différents niveaux de douves ici, douves sèches par là, et douves humides avec le pont derrière de ce côté-ci. On voit aussi l'intérieur du fort là, comment c'est fait. Les différentes montées en terre, comme ça permettait d'avoir un accès plus aisé sur les murs en terre sur lesquels on se trouve ici depuis l'intérieur. Et on va aller voir la troisième pointe de l'étoile là-bas. Donc là on voit très bien le pont incliné, ça permet d'avoir accès à cette pointe de l'étoile. Alors certainement pas seulement pour les soldats, mais aussi pour les canons, pour faire monter les canons plus facilement ici et pouvoir tirer sur l'ennemi qui se trouve de l'autre côté des cerisiers là-bas. Alors à l'époque il n'y avait pas les cerisiers, on voyait bien ce qui se passait, mais voilà, ça ce pont incliné, c'est certainement pour faire monter des canons jusqu'ici, et donc ici sur la troisième pointe de l'étoile du fort. Donc là on y arrive, on voit bien encore une fois l'alignement des pointes là ici, une, deux, même trois avec le mur en terre derrière, le mur en pierre derrière, et ici là comme ça. Donc là sur la troisième pointe de l'étoile. Donc voilà, c'est exactement ce qui est expliqué ici. C'est une pente pour amener les canons sur les pointes et aussi sur les bords du fort ici. Et on voit qu'il y en a à plusieurs endroits d'ailleurs. Nous on se trouve sur celle-là. Et bah, les autres, je ne les ai pas spécialement vues, elles sont peut-être moins marquées. Mais celle-là en tout cas, celle où on se trouve actuellement sur la troisième étoile, enfin sur la troisième pointe de l'étoile, elle est bien marquée ici. Et on voit qu'il y en a une sur chaque pointe de l'étoile ici. Donc on en a 5 qui sont indiqués en rouge.
Donc bien une pente pour faire monter les canons sur les bords du fort. Donc de retour sur les remparts, encore une fois. Bon, comme c'est un motif en étoile, ça se répète un peu. Mais là, on voit bien, encore une fois, la douve sèche ici avec les murs en pierre et la douve humide là, qui sépare bien en deux différentes parties, l'extérieur et l'intérieur du fort. Douve humide à l'extérieur, douve sèche à l'intérieur. Donc bonjour les efforts pour rentrer jusqu'ici directement quoi. C'était tout simplement pas vraiment envisageable, je pense. Donc là, je viens de descendre du mur en terre là-haut et je vois que là, il y a une espèce d'entrée. Et à mon avis, là, ça me paraissait évident. Je pense qu'il y avait un pont à l'époque. Il y avait un troisième pont ici. Là, on voit le mur en pierre qui recevait d'un côté et le mur en pierre qui recevait de l'autre là-bas ici. Il y avait certainement un pont qui reliait comme ça. Mais il n'existe plus aujourd'hui. On n'a plus que deux ponts qui permettent de relier l'intérieur à l'extérieur. Et là, du coup, on voit très bien les douves humides qui séparent de l'extérieur. Et ouais, là, c'est sûr. Il y avait un pont ici qui permettait une troisième entrée ou troisième sortie. Donc on vient d'ici. On venait de descendre de cette butée là. Là on voit encore que ça fait vraiment comme une entrée hein. Là on vient d'ici, on se retrouve face au mur, on a le choix, droite ou gauche ici. Donc ouais, c'était très certainement une entrée qui aujourd'hui n'est plus reliée avec l'extérieur. Et là on va remonter ici pour essayer d'aller voir la quatrième pointe de l'étoile. Et là on va donc arriver sur la quatrième pointe, toujours le double niveau de protection sur la gauche hein, avec les douves sèches et les douves humides d'un côté. Et donc là on arrive sur la pointe ici, comme tout à l'heure, l'alignement sur plusieurs niveaux de la pointe de l'étoile ici. Voilà, ici, la pointe là-bas et là-bas. Et de l'autre côté, on est comme ça. Donc voilà, là on est bien sur la quatrième pointe du fort, avec toujours la double rangée de douves. Alors celle-là, on peut marcher autour, tiens, un petit peu. Il y a une petite route pour marcher autour. Et voilà donc pour cette quatrième pointe de l'étoile. Et on va aller voir la cinquième et dernière pointe. C'est parti. Et donc là, pour cette quatrième pointe, où on était là-bas, on voit bien ici la rampe encore une fois pour faire monter les canons de ce côté ici, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte. La quatrième pointe était là et son accès pour les canons se trouve ici. Allez, direction la cinquième et dernière pointe. Et toujours sur le chemin vers la cinquième pointe, ici on a une belle petite vue sur le bureau des magistrats là, un petit peu emprisonné dans sa forêt, avec là-bas l'entrée sud où on était au départ. Et là on va se retrouver à gauche plutôt qu'à droite au départ de la vidéo. Et nous voici sur la cinquième et dernière pointe de l'étoile ici, qui est bien alignée, là, comme ça, avec l'entrée qui va se trouver, enfin le pont qui se trouve par là-bas. Voilà, donc on a parcouru le Goryeo-kaku là, sur les hauteurs, donc sur les butées en terre qui font tout le tour. Pendant la période des cerisiers c'est magnifique, mais ça n'existait pas à l'époque, hein. Pendant les années 1850, 1870, ça n'existait pas. Donc la vue était beaucoup plus dégagée sur l'extérieur. Et donc juste à côté de la cinquième pointe là-bas, on voit bien ici aussi la rampe de lancement pour les canons vers ces pointes ici, vers la cinquième pointe là. Et on retrouve le premier pont du départ, mais pas côté droit, côté gauche cette fois ici, avec la tour de Hakodate. Donc là voilà, on a fait vraiment le tour du parc, donc la boucle est bouclée. Et ici on voit bien l'entrée par laquelle on est entré tout à l'heure, avec l'espèce de tunnel d'arbre, mais là on se trouve sur les hauteurs. Voilà, et après vous avoir fait visiter le Goryeo-kaku par les murs en pierre, là, je vous présente aussi le parc par l'intérieur. Alors il y a moins de choses à expliquer. Là on voit l'entrée sud de ce côté-là. Surtout qu'on a le soleil là qui commence à pointer le bout de son nez. Donc ouais, donc l'entrée sud, et là le bureau des magistrats dans sa forêt. Très joli ensemble là. Donc ici, encore une fois, le bureau des magistrats. L'entrée nord là-bas du côté du mur en terre, et on a l'entrée sud par ici là. Voilà, donc au final le parc est pas très grand hein, à traverser, ça se traverse en même pas 5 minutes. Par contre faire le tour par les murs en terre là, qui font tout le tour du parc, ça prend un peu plus de temps. Donc là je reviens au point de départ, hein, entrée côté sud, avec la première pointe là-bas. Je l'avais pas remarqué à ce moment là, mais la rampe de lancement des canons elle se trouve donc ici, hein. Voilà, on voit bien la pente là vers le haut, donc de la première étoile du Goryeo-kaku. Et en tout dernier on ira au sommet de la tour pour avoir une vue globale sur le parc. Et donc là on se trouve au sommet de la tour de Hakodate, avec le Goryeo-kaku ici, vu de haut, ici voilà, il est là. Donc on a commencé par la petite pointe triangulaire en bas ici au sud, et on a fait le tour dans le sens gauche-droite ici. Donc la première pointe, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième ici, dans le sens des aiguilles d'une montre en fait. Donc voilà la vue de haut du Goryeo-kaku ici.
Et donc on voit bien toutes les douves humides autour du site. Le Bogyosho au centre, là, le bâtiment au centre. Donc les 5 étoiles, voilà, donc là c'est la vue typique du Goryeo-kaku. Alors là on est en automne, donc les arbres sont pas très intéressants. Mais pendant la période des cerisiers, hein, donc certainement le mois de mai, voire mois de juin, bah, c'est tout rose, hein, à la place de ces arbres-là. On a des cerisiers en fleurs, donc une très jolie vue aussi. On peut trouver des photos sur internet assez facilement. Donc si vous voulez visiter ce site, ben, la meilleure période c'est certainement celle des cerisiers. Il y aura aussi beaucoup plus de monde, mais ça peut vraiment valoir le coup. Donc voilà pour la vue depuis le sommet de la tour de Hakodate. Et de l'autre côté de la tour, on voit donc le mont Hakodate, là, de l'autre côté. Donc une petite montagne sur une péninsule en bord de mer, là. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant la bataille de Hakodate, les forces impériales, donc qui poursuivaient les forces pro-shogun, ont bombardé depuis le haut de cette montagne les forces pro-shogun qui étaient regroupées dans le Goryeo-kaku, donc en fait derrière moi. Donc voilà, de ce côté-là. Donc c'est là où étaient retranchées les forces pro-shogun, les anciens du Shinsengumi et tout ça. Et un petit cadeau pour ceux qui ont le vertige. Hop là. 90 mètres de vide, voilà, à peu près. Et voilà, on a donc fait le tour complet du fort Goryeo-kaku, donc ce château japonais qui n'en est pas un, hein, en forme d'étoile, qui imite le style Vauban des forts européens notamment. Donc voilà, on a fait le tour du parc 2 fois. On est allé dans le Bogyosho et on a vu une vue d'ensemble du parc depuis la tour de Hakodate. Voilà, j'espère que ce vlog, un petit peu différent d'habitude du coup, hein, vu que c'est pas les structures habituelles. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Et c'était donc ce qu'il fallait voir et savoir du fort Goryeo-kaku. J'espère que le tout aura été clair et vous aura plu. Pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques, et aussi parler de la chaîne autour de vous si cela peut intéresser votre entourage. Encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Rokini!